Hello tout le monde, bienvenue à Real Insiders, la podcast dédiée à l'innovation, le marketing et la PropTech de l'immobilier suisse et suisse romand d'aujourd'hui et de demain. L'ambition de cette podcast est de proposer du contenu à haute valeur ajoutée en liaison avec l'actualité immobilière et porté par des Real Insiders, donc des experts, qui partageront leur expérience et savoir-faire. Pour cette grande première, on avait Christophe Aldi, le fondateur d'eProperty qui met de la technologie dans les immeubles pour simplifier le quotidien de ses occupants. Vous êtes prêts ? C'est parti! Hello Chris, comment tu vas? Salut Joël, je vais bien, merci et toi? Top, merci beaucoup d'être là pour la grande première et on va rentrer directement dans le vif du sujet. Franchement Chris, les buanderies, est-ce que c'est pas un peu un pari de fou? Alors j'avoue que ça peut paraître fou, c'est un peu un pari de fou, mais aujourd'hui pour moi c'est une évidence. Donc même si la buanderie c'est l'endroit le moins sexy du bâtiment, où on n'imaginerait pas mettre de la technologie, c'était pas mon but premier en fait. Mon but premier, puis ça l'est toujours, c'est de mettre de la technologie dans le bâtiment pour le rendre plus sûr, plus confortable, plus écologique, plus durable, comme c'était fait en fait dans l'industrie automobile par exemple. Ok. Et puis en 2013-2014, c'était très compliqué de mettre de la technologie dans le bâtiment. Et du coup, on a dû identifier une source de problème pour pouvoir rentrer dans ce bâtiment. Puis on a vu que la buanderie présentait des problèmes qui pouvaient être résolus avec notre technologie, donc avec la technologie que j'avais développée. Et de là, on a commencé à équiper les bâtiments. Donc on est rentré par la buanderie pour ensuite équiper le reste du bâtiment. Donc aujourd'hui, le parking et d'autres solutions qui vont venir pour équiper d'une manière globale. Ok, très beau challenge. Et aujourd'hui, pour les gens finalement qui te connaissent pas, pour nos auditeurs, est-ce que tu pourrais un peu décrire ton parcours? Oui, avec plaisir. Alors, mon parcours, le fil rouge, je dirais, c'est la technologie, parce que je suis passionné de technologie. Je suis né et j'ai grandi à Lausanne. J'ai fait toutes mes écoles obligatoires à Lausanne. Ensuite, j'ai fait le gymnase, mais c'était pas du tout fait pour moi. Donc, J'ai raté. Ensuite, j'ai quitté. Je me suis orienté vers un apprentissage d'électronicien en multimédia. Donc, on faisait tout ce qui était installation multimédia, que ce soit sono ou installation satellite. Mais également, on réparait tout ce qui était TV à tube, écran plat, etc. On a des vieilleries, hein. Voilà, je suis, je pense, la dernière génération à avoir réparé des écrans à tube. Certains, ceux qui nous écoutent, certainement ne savent même pas ce que c'est. Mais je réparais aussi des iPhones, donc j'étais vraiment à une période de transition. Et puis ça m'a motivé, en fait, plutôt que de réparer, à créer, à développer ce genre d'appareil électronique ou en fait de la technologie au sens large du terme. Ok. Donc je me suis orienté vers un parcours d'ingénieur. Donc j'ai longtemps hésité entre l'EPFL et l'école d'ingénieur à Yverdon, que j'ai choisi finalement parce que c'était plus appliqué. J'avais besoin de quelque chose d'appliqué et moins théorique comme pourrait l'être l'EPFL. Et suite à ça, j'ai créé la start-up qui est eProperty aujourd'hui. Ok. Et donc eProperty, tu l'as créé donc à la fin de tes études, donc c'était quoi à peu près en 2015, sauf erreur, hein? Alors oui, de manière officielle, j'ai créé la start-up en 2015, donc jusqu'au registre du commerce. Mais j'ai commencé à travailler sur le projet déjà en 2013-2014. Donc au milieu de mes études, je travaillais dessus. Puis il y a d'ailleurs un prof qui m'a fait confiance et puis qui m'a permis de démarrer, de faire mon travail de diplôme, de me lancer, etc. Donc il y a plusieurs étapes qui ont été faites déjà avant la création officielle. Ok. Et puis aujourd'hui, eProperty, ça représente quoi? Typiquement en termes d'employés, en termes d'immeubles par exemple équipés, et surtout qui à mon avis, ce qui intéresse les auditeurs aussi, c'est en termes de chiffre d'affaires. Alors aujourd'hui, Property, c'est 15 personnes, donc 15 employés. On est en recrutement actif à l'heure actuelle, donc on recherche encore un certain nombre de personnes d'ici la fin de l'année, donc ce chiffre va évoluer. En termes d'immeubles, on équipe un peu plus de 2000 immeubles partout dans la Suisse, donc dans la Suisse entière. Ça représente un peu plus de 4 millions d'utilisations. Et en termes de chiffre d'affaires, on est en 300 millions pour être un peu vague encore. Ok, ouais, ça sent un petit peu vague. Mais en tout cas, c'est une belle progression, hein. On voit d'où tu viens. En très peu de temps en plus. Est-ce que toi, tu considères que ta croissance, finalement, elle est saine? Alors oui, je pense que ma croissance est saine pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on s'est toujours consacré ou concentré plutôt sur nos clients et pas sur la course au prix, au levée de fonds, etc. Donc on a une base très solide. Cette base, elle nous a permis d'être rentable depuis 2019. Okay. On a un chiffre d'affaires qui est en croissance permanente depuis le début. Donc on continue à croître, notre chiffre d'affaires continue de grandir d'année en année. Mais aussi, pour moi, c'est peut-être un des points les plus importants, c'est que les gens qui sont, donc les employés, les collaborateurs d'eProperty, ils sont toujours là. Alors que même ceux du début,
il continue à évoluer avec la société, donc c'est fidèle jusqu'au bout, quoi. Exactement. Et ça, pour moi, je pense que tous ces points font que, pour répondre à ta question, on a une croissance saine, oui. Ok, top. Et puis si on revient un petit peu, avant de teaser la reste, toute la partie industrie, avec tes produits, si on revenait un petit peu aussi sur ton parcours, parce qu'il est quand même assez impressionnant, en tout cas de mon point de vue, parce que déjà de base tu pars de rien, et finalement t'es nominé à travers la buanderie au Forbes 30 Under 30, qui est comme une reconnaissance internationale qui est quand même assez importante et assez, entre guillemets, impressionnante, en tout cas pour le commun des mortels. Ça, c'est ce que je pense moi. Est-ce que tu peux quand même nous raconter un petit peu cette période de ta vie, comment ça arrive et puis comment tu as vécu cette expérience finalement? Oui, alors, j'ai été nominé en 2018 par Forbes. À ce moment-là, eProperty commençait à peine à se faire un petit nom, donc ça fait que 3 ans officiellement qu'on bossait dessus. Moi, je bossais jour et nuit parce qu'on était encore que 3 ou 4 à l'époque. Ouais. Donc, je travaillais beaucoup. La société, ça demandait beaucoup de jobs, mais on avait déjà un petit peu de reconnaissance, on commençait à grandir. Mais c'était de loin pas l'entreprise que c'est aujourd'hui. Donc, c'est tombé un moment que je dirais était super motivant, mais assez compliqué aussi en termes de work-life balance, comme on pourrait dire. Ok. Et puis en termes d'expérience, c'était incroyable parce que déjà, je m'y attendais pas du tout. Et ensuite, j'ai rencontré des entrepreneurs des 4 coins du monde qui font des trucs de fou. Donc ça t'a ouvert un réseau à l'international. Exactement. En fait, grâce aux événements et que Forbes met en place et puis au réseau qu'ils ont su créer, je suis en permanence en contact avec des entrepreneurs de différentes régions du monde. On discute de différentes thématiques. Mais aussi, moi, j'ai fait des amis, je pense, en tout cas, des très bons potes avec qui j'ai gardé le contact, que je vois, à qui j'écris et puis vous entraidez en gros. On peut s'entraider tout à fait. Après, c'est propre à chacun, mais en tout cas, ça nous a créé un réseau, puis ça nous a ouvert des opportunités via ce réseau qui sont aujourd'hui, je dirais, inestimables. En tout cas, c'est vraiment ce côté humain qui pour moi, je trouve le plus fou. Ok. Et puis, pour toi, d'avoir eu cette reconnaissance par rapport au milieu de l'immobilier, est-ce que ça a été un game changer ou est-ce que ça t'a ouvert des portes? Alors, par rapport à l'immobilier, je pense pas que c'est un game changer. Je dirais ça a permis de la visibilité parce qu'on a fait un petit peu de presse, on était dans les médias et autres. On t'a vu sur LinkedIn aussi. Voilà, ça nous a entre guillemets un petit peu validé. C'est un petit peu validé par Forbes, donc ça nous a fait un peu de visibilité. Donc oui, ça nous a ouvert quelques portes. Mais c'est surtout ce côté humain qui, avec les connexions, le réseau que ça a créé international en plus, où là, c'est vraiment une valeur inestimable. Et en plus de ça, je pense que ça a donné aussi de la reconnaissance et du punch à mon équipe, parce que sans eux, je serais pas là aujourd'hui. Et du coup, je pense que c'est aussi le petit coup de plus qui motive l'équipe. Et puis ça a validé aussi que finalement, tu as une idée qui a été valorisée par un magazine comme celui de Forbes, et qui, à mon avis, t'a donné aussi une certaine légitimité par rapport à ton produit dans le secteur, quoi. Alors oui, c'est clair que au début, surtout pour un produit de la buanderie, dans l'immobilier, les gens s'en fichent un peu. Ouais. Donc ça crée de la légitimité, puis ça a intéressé certaines personnes à ce sujet qui était pas forcément intéressant. Voilà. Et ok. Et en refermant cette parenthèse Forbes, qui était hyper intéressante, mais aujourd'hui, Chris, une journée normale, finalement, elle ressemble à quoi? Alors aujourd'hui, une journée normale, je me lève entre 5h30 et 6h. Je lis mes mails. Ensuite, je pars chez Tone Up CrossFit & Fight, donc pour faire du sport de 7 à 8. Okay. Donc ça c'est du jiu-jitsu brésilien. Hein. Exact, je fais du jiu-jitsu brésilien là-bas. Et une fois que j'ai fini mon entraînement, je vais au bureau. En fonction de la journée, de mon agenda, c'est soit je suis avec mes équipes, soit je suis en clientèle, soit je suis avec des partenaires. Mais en général, je suis assez actif, même quand je suis au bureau avec ma team. Hein. Ouais. Et puis je finis ma journée par traiter mes derniers mails avant de rentrer. Ok. Et si on revient un peu sur eProperty, j'ai lu sur votre site, c'était l'un de vos messages, le slogan, préparez vos immeubles aujourd'hui pour des lendemains plus durables. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Alors oui, bien sûr. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on a à peu près 50% à vivre dans les villes. L'ONU annonce qu'on sera à plus de 70% d'ici 2050. Tu rajoutes à ça la transition énergétique et l'urgence climatique. Ouais. Et moi, je suis persuadé que rendre les immeubles plus durables, en fait, c'est une nécessité. C'est pas juste un terme marketing, on va dire. Ouais. C'est vraiment une nécessité. Et c'est ce qu'on essaie de faire à travers nos solutions, en fait. Ok. Et donc toi, t'es arrivé par les buanderies, par la technologie à travers la buanderie. À l'époque, c'était, selon moi, un produit plutôt disrupteur sur ce marché.
Est-ce que tu peux expliquer un petit peu le produit en le vulgarisant, hein, parce que pour que nos auditeurs le comprennent. Et ensuite, la question que je vais te poser, c'est comment est-ce qu'il a été accueilli? Alors, oui, premièrement, le produit, en fait, c'est Vesta, c'est notre système de paiement et de gestion automatisé pour les buanderies. Donc, c'est un système de paiement digitalisé. On met un boîtier avec un écran tactile dans la buanderie et on supprime toutes les cartes, les badges, les clés, la petite monnaie qui sont old school, on va dire. Mhm. Et du coup, le locataire, il peut, avec son téléphone, charger son compte, postcard, carte de crédit et autres, mettre un code sur l'écran tactile et utiliser les machines. Donc, très simplement, il est notifié quand les machines finissent, il peut charger son compte à tout moment et réserver une plage horaire. Donc, on a vraiment digitalisé cet aspect buanderie. Okay. Et justement, voilà, il a été accueilli comment ce produit sur le marché? Alors, au début, c'était compliqué parce que la buanderie, c'est un peu le dernier endroit qui est intéressant. C'est un petit peu moins sexy, je pense, voilà, j'imagine. C'est ça. C'est l'endroit le moins sexy aux du yeux de tes bâtiment. clients, quoi. Voilà, exact. Et puis, par contre, ça répondait à un vrai problème. Donc, au début, c'était compliqué parce qu'il fallait faire nos preuves. Mais après, grâce à certains qui ont eu la vision, qui ont vu la problématique, et certaines personnes du monde immobilier qui ont cru en nous, on a fait nos premières installations. Et ensuite, nos chiffres, les résultats, le retour des gens et le bouche à oreille fait que ça a très vite accéléré. Et puis les gens, même les plus réticents, nous faisaient confiance. Ok. Et aujourd'hui, est-ce que tu peux considérer que Vesta, si on reprend la matrice BCG, c'est le produit qui a le rôle de vache à lait, donc celui qui génère le plus de cash? Alors oui, pour des raisons historiques en fait, comme c'est le premier produit qu'on a mis sur le marché, aujourd'hui Vesta, c'est notre vache à lait qui nous a permis de générer le maximum de cash. Parce que justement, tu parlais du produit qui est Volta, c'est ton deuxième produit, donc là c'est lié aux bandes électriques. Est-ce que finalement Vesta t'a permis de créer Volta, ou t'es passé par d'autres leviers comme des levées de fonds, etc.? Alors non, en fait, nous on s'est toujours concentré sur nos clients. Donc effectivement, Vesta nous a permis de générer les premiers revenus, mais pas uniquement. En fait, je pense que c'est surtout l'expérience qu'on a acquise dans cette buanderie, qui est le pire endroit du bâtiment, qui nous a permis de proposer une nouvelle solution, qui est Volta. Donc Volta, c'est notre solution de recharge pour véhicules électriques dans les immeubles résidentiels principalement, mais aussi commerciaux et mixtes. Et le fait d'avoir passé par toutes ces étapes dans la buanderie, qui est le pire endroit des espaces partagés, on a acquis une expérience et les revenus générés par Vesta aussi ont fait qu'on a pu mettre sur le marché une solution adaptée au marché immobilier, notamment suisse, même si on a des demandes de l'étranger aujourd'hui. Ouais. Grâce à Vesta, on a sorti Volta entre guillemets, mais pas uniquement, on va dire. C'est aussi une anticipation, c'est aussi avoir anticipé qu'en 2019, déjà en 2018-2019, on avait mis ce produit sur le marché, c'était un petit peu trop tôt, mais de par l'expérience qu'on avait encore une fois, ça s'est avéré payant. Ok. Et je sais pas si tu te rappelles par rapport à ça, mais on avait discuté ensemble sur les possibilités de générer des sources de revenus supplémentaires grâce par exemple à un réseau publicitaire à travers tes écrans. Par rapport à ces discussions qu'on avait eues, est-ce que ça a fait son chemin ou pas? Alors oui, je me souviens bien de cette discussion. À vrai dire, c'est toujours un peu dans le coin de ma tête, dans le coin de notre tête. Par contre, c'est pas notre priorité aujourd'hui. D'accord. Juste peut-être pour les auditeurs, l'idée c'était de mettre de la pub justement sur nos écrans présents dans les buanderies. Exact. Pour pouvoir faire payer moins cher les utilisateurs, les locataires quand ils font des lessives, ou pour mettre en avant des solutions de lessive bio, durable, locales, telles que la corde à linge. D'ailleurs, on est toujours en contact avec ces startups basées à Genève, qui sont également accompagnées par Genilem, et ça reste dans le coin de notre tête. Donc, c'est pas une idée mise à la poubelle, mais c'est juste pas notre priorité pour le moment. Ok, donc là, dans la roadmap, mais pas dans les priorités. Et on parlait aussi en off de quelque chose qui est assez important dans ce milieu. Tu me disais justement qu'au début c'était quand même difficile et qu'il y avait certains dirigeants dans l'immobilier qui comprenaient pas finalement le produit. Et puis moi justement j'ai l'impression, alors maintenant ça a bien évolué, mais qu'il y avait ou il y a eu, et peut-être qu'il y a toujours, deux écoles dans l'immobilier qui se clivent d'ailleurs inutilement. C'est t'as d'un côté l'immobilier traditionnel et puis de l'autre côté t'as ces nouvelles startups finalement qui bousculent les codes. Toi, t'en penses quoi et puis comment tu l'as vécu? Comment tu vois la chose finalement? Alors, premièrement, je pense que tu as raison, on en discutait en off, certains dirigeants étaient ou sont toujours réticents à la technologie, mais je pense que c'est simplement aussi parce qu'ils ont pas grandi avec. Donc, c'est toujours le cas. Je pense que ça a évolué, comme tu dis aussi,
En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a beaucoup de startups qui sont arrivées avec de la technologie, parfois des gros moyens marketing parce qu'ils ont eu levé des fonds et autres. Donc ces dirigeants ou les personnes de l'immobilier ont eu peur de se faire remplacer ou en tout cas de perdre certains revenus que leur apportaient leurs activités. Ils ont eu une certaine crainte parce qu'ils étaient dans un daily business et dans un quotidien où ils étaient à l'aise finalement. Et puis que là, je pense qu'ils ont mis un bouclier, mais de façon inutile finalement. C'est clair. Après, personne n'aime le changement, mais je pense que principalement l'immobilier, ils ont vraiment eu on va dire ce côté, comme tu dirais, bouclier, où ils se sont distancés de ces startups plutôt que de collaborer avec. Au départ, en tout cas, ils avaient un peu une crainte justement, ou de se faire remplacer ou perdre des bénéfices. Et du coup, ils se sont tout de suite mis contre les startups plutôt que collaborer avec. Aujourd'hui, ça a un petit peu changé. Je pense qu'ils voient l'intérêt parce que les startups aujourd'hui, c'est des outils qui leur permettent de se concentrer sur leur core business, donc remettre la technologie au service de l'humain, alors qu'avant ils pensaient que la technologie allait remplacer l'humain. C'est comme ça un petit peu que moi je l'ai vécu, en tout cas il y a 5-6 ans quand je suis arrivé. Exactement. Aujourd'hui, le but de la technologie, c'est de toutes les tâches chronophages, toutes les valeurs à peu de valeur ajoutée, ça va être remplacé par les technologies, mais pour le plus grand bien de tout le monde, en fait. Parce que chacun pourra se concentrer sur ce qui fait le mieux, notamment dans le domaine de l'immobilier aussi, et puis mettre cet humain au centre. À nouveau, je pense qu'aujourd'hui, c'est primordial. Ok. Et puis on voit donc du coup que les mentalités, elles ont complètement évolué, en tout cas pour la plupart. Et ce changement, finalement, tu penses qu'il est dû à quoi? Alors, il y a plusieurs raisons. Je pense que la première raison, c'est qu'il y a des nouvelles générations qui, elles, ont grandi avec la technologie, qui saisissent tout de suite l'intérêt ou qui arrivent à résoudre des problèmes avec cette technologie, ou en tout cas comprennent les enjeux plutôt que la craindre. Et puis, ce fait que cette nouvelle génération arrive, puis parfois à des postes de décisionnaires ou à des postes de direction, fait que ça a changé la manière de... Exactement, les choses bougent. En plus de ça, la deuxième, je dirais, c'est que certains acteurs ont commencé à travailler avec ces startups en collaboration. Donc, ils proposent de la technologie à forte valeur ajoutée, ce qui fait que ils ont une plus grosse attractivité par rapport à d'autres qui collaborent pas avec des startups et qui auraient pas cette attractivité. Donc, ils vont, pour se différencier, ils vont petit à petit rejoindre le bateau, comme si je pourrais dire, pour pouvoir proposer en tout cas une qualité de service similaire, si ce n'est meilleure. Ok. Et puis toi, du coup, ça c'est vraiment une question piège, parce que j'en ai déjà discuté avec plusieurs personnes qui sont dans l'immobilier et dans les startups liées à l'immobilier. Aujourd'hui, toi, tu te considères comme un acteur de la tech ou un acteur de l'immobilier? Alors, ça dépendra à qui tu demandes, mais moi, personnellement, je me considère comme un acteur des deux, en fait, parce que je fais de la technologie au service de l'immobilier. Donc, mon objectif, c'est vraiment de mettre de la technologie dans le bâtiment pour simplifier la vie, que ce soit du locataire, du propriétaire ou du gérant d'immeuble. Je veux vraiment simplifier ça. Donc, je me considère comme étant un acteur de la tech, mais également un acteur de l'immobilier, parce que nos produits sont destinés à ce marché-là. Ok. Je te disais ça en fait parce que c'est assez intéressant. En fait c'est une anecdote pour mes auditeurs, mais j'étais donc à Genève avec des amis, et puis justement là il y avait un CEO de l'immobilier qui font du courtage en immobilier qui ont salué mes amis et qui ont dit les mecs de la tech, alors qu'ils font complètement un produit dans l'immobilier. Ils se reconnaîtront parce qu'on en parlera dans la prochaine podcast où la personne sera invitée. Mais c'est pour ça que je voulais te poser cette question, parce qu'il y a justement encore un petit peu ce clivage et je trouve ça assez étonnant. Donc on parlait des nouvelles générations immobilières justement, qui émergent d'ailleurs avec ce virage finalement technologique. D'ailleurs que d'autres secteurs par le passé ont entamé, et ils arrivent aussi certains avec beaucoup d'expérience qui viennent d'autres secteurs. Toi, comment tu vois la chose? Tu penses vraiment qu'il y a une nouvelle génération immobilière ou c'est quelque chose de normal? Oui et non. Je pense que alors oui, il y a une nouvelle génération, comme je disais avant, qui ont grandi avec la technologie, donc ça facilite le développement de cette technologie. Et puis après, je pense que c'est quand même quelque chose de normal, parce que les gens évoluent avec leur temps, les nouvelles générations arrivent, ils ont des nouveaux modes de consommation, etc. Typiquement, le smartphone fait que il y a cette nouvelle génération qui est très à l'aise avec la technologie. Puis pour répondre à ta question, moi je m'en réjouis, parce qu'aujourd'hui je vois que les différents acteurs, les nouvelles générations, etc. Ça contribue à démocratiser cette technologie au sein du bâtiment, et les gens sont beaucoup plus réceptifs, puis à la vulgariser aussi, à la comprendre plus facilement.
Exactement, parce que c'est les nouveaux acteurs, ces nouvelles générations qui vont permettre à nous startups, mais également aux acteurs de l'immobilier en général, d'améliorer leur proposition de service et puis de contribuer à faire sortir de l'âge de pierre en fait l'immobilier. Et améliorer finalement l'expérience du locataire. Tout à fait. Il y a pas mal de startups justement dans cette région, notamment pour en citer, il y a Tayo, il y a Foxstone, Real Advisor ou encore Neo par exemple. Est-ce que toi tu discutes avec eux? Est-ce que vous vous entraidez Alors oui, je discute avec certains d'entre eux, avec d'autres moins, avec d'autres plus. Ça dépend un peu les thématiques. Si on se croise à des conférences où j'ai aussi de très bon contact avec certains, on s'entraide. Alors je pense que rien que le fait qu'on soit tous acteurs dans ce milieu puis qu'on essaie de le démocratiser, on contribue en fait à faire évoluer les mentalités aussi. Puis si un rentre dans une régie ou chez un propriétaire, ça va potentiellement ouvrir la porte à l'autre, parce que le plus dur qu'on a aujourd'hui à faire, c'est en fait changer les mentalités, ouvrir les portes. Une fois que c'est compris que c'est pas l'un contre l'autre mais l'un avec l'autre, ça crée une espèce de petit écosystème, ce genre de choses. Ok, top. C'est vrai que c'est une anecdote, mais j'en parlais aussi quand je suis arrivé dans l'immobilier. C'est que tu as des startups, typiquement comme Neo. Au début, ils les ignoraient complètement. Après, ils en rigolaient. Ils les craignaient finalement. Puis c'est devenu une évidence. Et j'avais vu le truc venir. Depuis le début, j'avais dit, mais attention quand même. Attention ou pas, de par mon rôle de responsable à l'époque. Je disais, c'est des gens qui vont faire bouger les choses. Il faut quand même commencer déjà à anticiper ce qui va arriver, parce que ça va être des acteurs qui vont être importants dans le marché. Donc je te rejoins un petit peu par rapport à tout ça. Et je te parlais aussi de Foxstone, lié typiquement à une thématique qui est très à la mode, qui est la tokenisation de l'immobilier, les cryptos ou le métaverse. Est-ce que toi t'y crois? Alors oui, j'y crois. Je crois surtout en fait en la technologie. Ça veut dire la technologie de la blockchain, la technologie de la réalité augmentée ou la réalité virtuelle, dans le cas du métaverse par exemple, parce que la technologie, elle va permettre de nouvelles fonctionnalités et du coup générer de nouvelles possibilités qui ont un potentiel juste dingue. Mm-hmm. Par contre, je suis un petit peu plus sceptique en ce qui est de la monétisation de tout ça, entre guillemets les cryptos, qui pour moi a un côté beaucoup plus spéculatif. Le seul intérêt est surtout lié à ces spéculations. Okay. Et ça connote, on va dire, typiquement, il y a des projets qui ont des fonctionnalités, des propositions incroyables, mais derrière, ils vont mettre une monnaie qui n'apporte rien au projet en tant que tel. Voilà, aucune plus-value. Et du coup, ça aura plutôt tendance à donner un aspect plutôt négatif de cette technologie. Ou trop spéculatif. Ouais, l'un va avec l'autre, je dirais, et du coup, on aura un préavis négatif, alors que la technologie, elle est juste incroyable. Ça permet plus de transparence, ça permet beaucoup de choses qui font que, à mon avis, la technologie, j'y crois à fond, et puis elle a un avenir, c'est certain. Ouais. D'ailleurs, on voit, si tu regardes aujourd'hui, la plupart des ingénieurs dans quel domaine ils vont, ça c'est un moyen un petit peu d'anticiper le futur. Voilà. Exactement. Ouais. Tu regardes où vont les ingénieurs, où vont bosser les ingénieurs, quel est leur centre d'intérêt, tu peux prédire le futur. Et ça, c'est clairement l'un des points. C'est ces trois domaines. Donc blockchain, oui, en gros, mais crypto, so-so. Exactement. Si je te résume ce que tu m'as dit. Pour résumer, oui, c'est ça. Ça veut dire que je suis confiant en la technologie, mais pas en l'aspect spéculatif lié à la monnaie. Ok. Et puis, tu vois comment l'immobilier de demain, toi? Alors moi, l'immobilier de demain, je le vois plus connecté, plus simple, plus durable, mais aussi partagé, centré autour de l'humain, comme on le disait avant. Okay. Je pense que le côté lifestyle, il sera mis en avant avec une offre de service qui sera beaucoup plus personnalisée, avec une expérience forte qui s'appuiera principalement sur la technologie. Alors, je te rejoins à 300% par rapport à ça. Ouais, moi, je suis persuadé aussi. Puis, je pense aussi que les espaces et les ressources, elles seront mutualisées, plus adaptées à nos modes de vie. Et puis, la facturation plus transparente, en fait, dans cette démarche de durabilité. On voit aussi clairement aujourd'hui, en plus de la localisation, les locataires, ils veulent bénéficier de nouveaux services proposés par le propriétaire, charger son véhicule électrique, par exemple. Donc, ouais, en gros, t'es en train de me dire qu'on se rapproche des offres hôtelières, finalement, quoi. Exactement. Moi, je pense que la frontière entre le logement, le bureau et l'hôtel, il va se réduire notamment à cause du home office, mais aussi, comme on parlait souvent le long de cette podcast, grâce aux nouvelles générations aussi, qui cherchent de l'inédit, de la flexibilité et de l'instagrammable. Ok. Intéressant. En tout cas, à ce point, je me demande, et je me réjouis de voir où est-ce qu'on sera dans 10 ans. D'ailleurs, c'est une des questions que je vais te poser après, donc je vais pas trop utiliser cette question en amont. D'accord. Mais sinon, concernant l'innovation, toi, dans ton entreprise, combien de temps tu dédies à ça? Alors, faudrait que je calcule combien de temps ma team passe à la machine à café. Ouais. C'est con, mais je pense que l'innovation, dans une startup notamment ou dans toute entreprise, elle se crée en partie à la machine à café. Ok. Non, mais attends, parce que c'est hyper marrant, parce que moi, typiquement,
Là où je suis le plus créatif, alors c'est horrible de dire ça, désolé pour mes employeurs, mais c'est entre 23h et 1h du matin quand je commence à me coucher, parce que c'est là que toutes mes meilleures idées arrivent. Donc c'est assez marrant que tu me dises ça, parce que finalement, on voit que des fois la créativité, elle arrive pas dans les lieux où il faut être devant un écran et puis commencer à tapoter des trucs. Ah, moi, je suis persuadé que le fait de sortir la tête du guidon amène tout un tas de bonnes choses, typiquement à l'innovation. Mais pour répondre plus sérieusement à ta question, on innove en permanence chez Property en réalité. Donc, ça fait partie de notre ADN. Puis, comme on est très à l'écoute de nos clients et puis de nos utilisateurs, aussi comme on développe des solutions à l'interne, bah, ça fait qu'on cherche en permanence à solutionner des vrais problèmes. Ouais. Et puis, c'est en innovant qu'on y arrive, en fait. Ok. Et puis, bon, aujourd'hui, si tu veux, enfin, si t'as le droit, même si je pense que tu vas pas me le dire, mais est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels vous faites, enfin, quels sont les éléments sur lesquels vous faites le plus de recherche en ce moment? Alors oui, effectivement, bah, sans aller ou dévoiler trop d'informations, je vais te répondre le domaine de l'énergie et du partage des ressources. Ok. Bah, parce que, enfin, je te pose cette question parce qu'en discutant avec toi, parce qu'on a quand même pas mal discuté par rapport à ça, j'ai l'impression, moi, après, je sais pas si c'est le nez, et d'ailleurs, on n'en a pas du tout parlé de ça, hein, mais il y a une envie de devenir un peu ce qu'on appellerait le marketplace un peu du bâtiment ou le marketplace de l'immobilier où il y a un écosystème qui se mettrait en place pour développer finalement le bâtiment, quoi. Alors, ça serait une direction dans laquelle on pourrait aller, effectivement. Alors, aujourd'hui, on se concentre plus sur la création de nouveaux produits, je dirais, des produits à forte valeur ajoutée et qui nous permettront de simplifier la vie des gens dans les immeubles pour aussi contribuer à la transition énergétique. Donc, on met vraiment l'accent sur nos produits aujourd'hui, Ouais. mais on essaie aussi de créer un écosystème, notamment en collaborant avec d'autres startups ou en intégrant certaines solutions d'autres personnes. D'autres prestataires. Donc, ce petit écosystème deviendra peut-être un marketplace, mais aujourd'hui on est plus focalisé sur nos applications qui se comportent comme nos solutions qui se comportent comme des applications plutôt Okay. au sein d'un écosystème. Ok. Et qu'est-ce qui est le plus compliqué pour toi aujourd'hui dans ton daily business? Alors aujourd'hui le plus compliqué dans mon daily business, en dehors du fait de devoir démocratiser cette technologie, donc ça c'est l'effort qu'on fait tous dans les startups, je dirais, mais c'est de recruter les bonnes personnes. C'est très difficile. Les bons profils. Voilà, exactement. C'est très difficile de trouver des talents aujourd'hui. Ok. Il y a énormément de sociétés qui cherchent du personnel. Puis il faut C'est ce trouver. que tu me disais en fait avant, c'est que les buanderies c'est peut-être pas assez sexy, et puis finalement tu vois que tous les mecs ils veulent partir dans le Web 3, dans les cryptos parce qu'ils voient que c'est un marché porteur. Est-ce que toi t'es confronté à en tout cas à ce genre d'image qu'auraient les gens de la buanderie pour recruter, ou pas du tout, parce que tu te positionnes tu positionnes ton offre différemment finalement? Alors oui et non, je pense qu'aujourd'hui on a une vocation qui est vraiment beaucoup plus grande que juste celle des buanderies. Puis nos solutions touchent ce genre d'ingénieurs. Le problème, c'est qu'il y a déjà un manque de main d'œuvre. Et puis c'est clair qu'il y a des sujets qui sont plus sexy, quoi. Ouais. Dans tous les cas, les tendances font que certains ingénieurs vont ailleurs, mais on manque principalement de main d'œuvre. Et après, il faut encore trouver les bonnes personnes qui matchent avec l'équipe, qui matchent avec la mentalité de la boîte, etc. Et puis qui soient. Puis moi, je dis toujours, la passion, c'est important. Si ce que tu fais tous les jours, ça te plaît pas, bah fais-le pas, quoi. Et puis, en tant qu'entrepreneur, est-ce que c'est difficile de se mouvoir dans l'immobilier? Alors oui, de nouveau, ça revient un peu à ce qu'on disait avant, mais aujourd'hui, dans l'immobilier, il y a toujours ces personnes qui, comme on le dit toujours, hein, on a toujours fait comme ça, pourquoi on changerait? Et du coup, c'est vrai que ça peut être un peu plus compliqué de rentrer dans ce milieu où tout le monde se connaît. Ouais. Donc, si tu connais personne, moi, je viens d'une famille modeste à la base, qui avait pas forcément un réseau énorme. Ouais. Et du coup, j'avais pas de connaissances dans le domaine de l'immobilier. En gros, t'as l'impression qu'il y a un petit entre-soi, ou qu'il y a eu, ou que dans certaines fois, t'as pu ressentir une sorte d'entre-soi qui t'a un peu fermé les porte, ou c'est pas du tout ça en fait? Peut-être que je suis en train de... Oui et non, je dirais. Alors il y a des gens qui ont cru en nous, qui dans ce domaine, qui ont vu l'intérêt du produit, qui ont vu où je voulais aller et qui nous ont suivis. Donc je peux pas dire oui 100% à ta question. Par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de fois, moi je viens de nulle part. Donc moi je suis pas du milieu immobilier, j'ai pas des parents qui possèdent je sais pas combien d'immeubles. Mon point d'entrée, je l'avais pas en fait. J'avais pas ce réseau qui permettait ça. Et du coup, j'étais vu comme le petit nouveau qui va amener de la technologie, déjà que c'était pas apprécié à ce moment-là, qui a aucune base de l'immobilier, qui a jamais fait d'immobilier de sa vie. C'était pas facile au départ, c'est clair. Mais comme on le disait avant, et je pense honnêtement que le badge Forbes, mine de rien, je pense après c'est mon avis personnel vu de l'extérieur, il t'a quand même
aussi aider à ouvrir quelques portes ou avoir accès à certaines personnes auxquelles tu aurais peut-être pas pu avoir sans finalement le produit qui est extraordinaire, mais avec ce badge Forbes qui l'a peut-être un peu validé. Je sais pas si tu comprends un petit peu. Ouais, bien sûr. Alors, je pense que c'est possible que ce soit le cas, hein. Bien sûr, je néglige pas ça parce que c'est vraiment une vraie valeur ajoutée, je dirais. Par contre, je crois beaucoup plus, et je remercie d'ailleurs en passant les personnes qui ont cru en moi dans le domaine de l'immobilier, qui en ont parlé à d'autres. Et ce bouche à oreille, pour moi, il a beaucoup plus de valeur que la validation de Forbes, parce que la validation de personnes de l'immobilier a beaucoup plus de valeur pour moi que la validation des médias. Ok. Et on va rebondir un petit peu sur cette question. C'est une question un peu cache-pistache, mais aujourd'hui, dans un marché qui est concurrentiel ou qui est devenu, bon ça tu me le diras par rapport à ta réponse, mais comment est-ce qu'on se démarque justement par rapport à toutes ces startups qui arrivent, par rapport à ce milieu? J'ai l'impression quand même que c'est pas très facile. Comment est-ce qu'on se démarque dans ce marché? Alors la première chose, je pense, c'est d'être toujours à l'écoute de ses clients, d'avoir un produit de qualité, donc mettre le paquet sur le produit et pas de nouveau, je me répète un peu, mais pas faire la course au prix, mais faire la course au client. Ensuite, c'est d'assurer un service de qualité. Donc ça veut dire il faut être à l'écoute des clients et valider son marché. Donc valider la plus-value finalement. Exactement, s'assurer que ce qu'on développe ou ce qu'on met en avant, c'est vraiment ce qu'ont besoin les clients, et pas faire un produit pour aller sur le marché, mais partir du marché pour aller sur un produit. Ensuite, faire un produit de qualité et assurer aussi un service de qualité. Ok. Donc je pense que c'est comme ça que tu te démarques. Après, forcément, si tu mets du marketing et tout ça derrière, tu racontes une histoire, tout à fait. Mais je pense que c'est principalement ces trois points clés qui vont faire que tu te différencies puis qui vont te permettre de garder une avance sur tes concurrents. Et puis là, toi, tu me parles des avantages liés au produit, mais en termes de trait de personnalité, par exemple, ou une force liée à la personne, entre guillemets, comme je disais, à la personnalité, quel conseil tu donnerais, ou à ton avis, de quoi une personne elle a besoin pour travailler dans ce secteur en tant qu'entrepreneur? Alors moi, je dirais, c'est une bonne question, hein. Moi, la première qui me vient à l'esprit, ça serait l'humilité, parce que ce soit avec un concierge ou un directeur de régie que tu parles, ou que tu viennes de commencer dans ton garage ou dans ton local, ou que tu es une multinationale, je pense que le respect des autres, il est primordial. Ça veut dire que tu prends personne de haut, tu viens, que tu arrives en tant qu'entrepreneur, donc que tu crées une régie, que tu crées un fonds immobilier, que tu viennes avec une startup de la tech ou peu importe ton background, ton parcours. C'est l'humilité. Exactement. Ok. Exactement. Et quelle est la place aujourd'hui du marketing dans ton entreprise? Alors, nous, on vient de commencer, donc la place, elle est forcément importante. Comme je disais, on est à l'écoute de nos clients. Toute cette partie étude de marché, c'est une partie super importante. Mais en termes de marketing et plutôt communication, je dirais, on vient de commencer de manière un peu plus sérieuse depuis le début de cette année. Avant ça, notre communication, elle était basée sur, comme je disais, un très bon produit, de la prospection. Je prenais mon bâton de pèlerin, en fait, et puis j'allais toquer aux portes, j'allais présenter le produit. Et puis, au fur et à mesure, avec nos résultats, le bouche à oreille que je citais aussi avant, démontrer que notre produit fonctionnait, qu'il résolvait des problèmes, qu'on arrivait à faire quelque chose de bien, en fait, simplement, que les gens ont quoi pour avoir confiance. Ça t'a développé une caisse de résonance, quoi. Exactement. Naturelle et organique. Exactement. Mais aujourd'hui, on aimerait accélérer un peu, on veut mettre le paquet. Alors attends, tease pas trop, parce qu'on va justement, je vais te poser une question liée au rôle du marketing dans l'immobilier après. Ok. Mais moi, quand même, j'ai l'impression, par rapport à ce que tu me dis, mais après, c'est peut-être mon avis, parce que vu que j'étais aussi dans la région, on voyait ce qui se passait, mais qu'en termes de notoriété, en tout cas en Suisse romande, le travail il est plutôt fait en termes de notoriété. Alors, du produit, hein. Ouais, alors que ce soit le produit ou le property, aujourd'hui on commence à être connu dans toute la Suisse et surtout en Suisse romande, en effet, pour des raisons historiques, on a commencé ici. Mais je pense qu'il nous reste beaucoup de travail du côté marketing pour pouvoir dire que le travail est fait. Okay. Aujourd'hui, on a encore beaucoup de clients qui nous disent c'est génial, pourquoi on travaille pas encore ensemble, ou encore si on avait su, on aurait choisi vos solutions. Donc ça fait super plaisir à entendre. Ouais. Mais en même temps, ça veut dire qu'on aurait pu aller faire plus plus, vite, on aurait pu faire mieux. Ouais. Et alors après c'est en termes de personal branding, mais ça c'est mon impression aussi, en tout cas sur les réseaux et notamment LinkedIn. Moi j'ai vraiment l'impression que tu incarnes ta marque et puis que le personal branding chez toi il pourrait être assez important, ou il est important.
Est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est naturel? Enfin voilà. Alors oui, effectivement, enfin, je dirais, alors, tout d'abord, j'aimerais déjà dire que sans mon équipe, rien ne serait possible, hein, Ouais. donc voilà. Mais Mais c'est est-ce que clair tu comprends le qu'aujourd'hui, fait que oui, oui, tu incarnes ta marque? oui, c'est ça. En fait, j'allais dire justement, aujourd'hui, je partage l'image d'e-property et vice versa. Et puis c'est clair que c'est difficile de dissocier mon image de celle d'e-property à l'heure actuelle. Ok. Pour être honnête, j'ai pas encore cherché à développer cet aspect du marketing. Aujourd'hui, on travaille plus sur la notoriété d'e-property et de nos solutions Mhm. plutôt que la mienne. Hein. Ouais. Mais je devrais sûrement songer à le faire en parallèle. Ok. Intéressant. Et puis comment tu vois le rôle du marketing, toi, dans l'immobilier, de façon plus générale, hein? Pour moi, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est juste inévitable, c'est indispensable en fait. Que ce soit de la mise en valeur d'un projet jusqu'à la manière de communiquer avec ses occupants, c'est ce qui va faire la différence. Comme j'ai dit avant, je pense que les gens ils cherchent plus juste un logement, mais ils cherchent une expérience, un Ah oui, lifestyle. une expérience, ouais. Voilà, puis sans marketing, c'est juste pas possible. Ouais. Ok. Alors pour le coup, là, on est complètement d'accord à 800%. Hein. Et pour toi, e-property, c'est quoi dans 10 ans? E-Property dans 10 ans, c'est une entreprise internationale de référence pour commencer. Donc, le Il y a de l'ambition là. c'est clair. Puis qui aura réussi son but, enfin en tout cas qui simplifie le quotidien de chacun. Ouais. Une entreprise incontournable dans le domaine de l'immobilier. Mhm. Et puis surtout, un des points qui est important pour moi, c'est une entreprise où il fait bon vivre pour ses employés et puis dont les utilisateurs aussi ne peuvent pas se passer. C'est-à-dire que ça fait partie de leur quotidien. Devenir indispensable. Voilà, Ouais. et qu'on aura réussi à simplifier le quotidien de chacun dans les espaces de vie que sont les immeubles. Ok. Et puis là, tu me parlais d'une ambition. Est-ce que c'est une ambition ou c'est plutôt une roadmap dans le sens en fait, est-ce que toi t'es déjà en train de discuter à l'international ou t'es quand même par là? Alors, Enfin, on a tu déjà restes par là. on a déjà des demandes de l'international et ça fait forcément partie de notre roadmap. Ouais. On a de grosses ambitions parce qu'on voit que le marché est très réceptif. Mhm. Donc, l'un va avec l'autre. Ok. Et puis si aujourd'hui si le Chris d'aujourd'hui devait dire quelque chose à son Chris d'il y a quelques années ou quand t'étais au gymnase par exemple, quel conseil tu lui donnerais en fait? Alors, en dehors des chiffres du loto et puis des actions dans lesquelles investir, je dirais de garder son disque dur avec les bitcoins téléchargés à l'école d'Inge déjà pour Mais commencer. non, Ouais, bon ça. tu les as perdus. Je sais pas où il est. Effectivement, j'ai dû le balancer avec l'ordinateur. À l'époque, j'y croyais pas du tout. Hein. Ouais. On parle de 2011, 2012. Donc, Ok, ouais. voilà. Ça pique, hein. Pour le fait, oui. Bon, après, voilà. Moi, je pense pas l'argent facile. Pour moi, je pense qu'il faut travailler pour obtenir les choses. Donc, Je te c'était le destin. C'était le destin, on va dire. Exact. Bon, plus sérieusement, si je devais dire quelque chose au Chris de l'époque, je dirais de rien lâcher et que les sacrifices qu'il est en train de faire, ils paieront dans le futur, ils paieront un jour. Ok. Et comment est-ce que tu continues à apprendre afin de rester au courant des choses dans le cadre de ton rôle? Alors, C'est compliqué comme question. Ouais, hein. ça c'est compliqué. Bon, de base, je suis quelqu'un de très curieux en manière générale, je dirais. Donc, je lis énormément d'articles. J'utilise l'outil Flipboard pour regrouper mes sources d'informations. Je suis abonné à plusieurs magazines. J'échange beaucoup avec d'autres entrepreneurs de la tech aussi. Et puis, en plus de ça, j'adore lire et je suis passionné de technologie. Donc, Ok. si tu mélanges un peu tout ça, ça me permet de rester à jour dans mon En domaine. gros, t'es curieux et tu lis beaucoup. Exact. Que ce Ok. soit des Si articles j'ai ou mis, voilà, c'est ça. Et si tu devais prodiguer un conseil professionnel à un petit jeune qui se lance dans l'immobilier? Alors, j'ai déjà parlé de l'humilité qui est à nouveau pour moi indispensable, mais en plus de ça, je conseillerais de faire les choses par passion. Ouais. C'est-à-dire, si tu veux te lancer, si tu veux entreprendre quelque chose, fais-le par passion. Parce que t'es convaincu. Parce que tu es convaincu, parce que c'est ta passion, c'est parce que c'est là, parce qu'il y a des Ouais. jours où ça sera vraiment pas facile. Et s'il n'y a pas la passion, ça va pas réussir. Mhm. Et puis, de faire un pas après l'autre, donc sans vouloir sauter les étapes, pas Ouais. forcément croire Être que trop tout sera pressé, en en une nuit. fait. Voilà, Ouais, c'est ouais. ça se fait, les choses prennent du temps. T'as meilleur temps de construire quelque chose de stable avec des bases solides. Et puis, je dirais aussi de se concentrer sur ses clients, et pas faire une course au prix ou à la visibilité ou ce genre de choses. Vraiment Donc concentrer l'écoute sur- active, quoi, sur ton client. Et puis alors là c'est vraiment mais sans transition, mais si tu pouvais prendre un café avec un personnage historique ou même fictif finalement, hein, c'est toi qui choisis, qui ce serait?
Alors, je choisirais Tony Stark, alias Iron Man, parce que j'adore les comics, c'est particulièrement... Pourquoi ça m'étonne pas, en fait? Ouais, je sais, c'est Un mon côté qui a geek. réussi, ouais. En fait, j'adore les comics, c'est vrai, et puis particulièrement un super-héros qui utilise la technologie pour sauver le monde. Hein, Voilà, donc, ouais. ça me fait un peu rêver. Ça m'étonne pas. Et si je devais choisir un personnage historique, je choisirais, je pense, Leonardo da Vinci, parce que je trouve le personnage fascinant. Ok. Bah, c'est aussi un petit peu un geek, mais à son époque, quoi. Ouais, si on peut dire. Si on regarde comme ça. Et puis, une personne dans l'industrie. Alors, je dirais, bon, ça c'est encore plus compliqué, je pense pas. Je me suis jamais vraiment posé la question. Plutôt une personne dans l'industrie immobilière, mais suisse romande. Une personne finalement avec qui je pourrais aller sur LinkedIn et me dire ah ouais, mais il a 3 niveaux de contact de moi, quoi. Ok. Bah du coup, je dirais Raffaello Radicchi. J'ai pas encore eu la chance de le rencontrer, et puis je trouve que d'un point de vue extérieur, hein, vu que je le connais pas, son parcours il est inspirant, et puis c'est un bel exemple qui, de mon point de vue aussi, à nouveau, mais il représente les valeurs que j'ai évoquées plus tôt, en tout cas d'un point de vue externe. Donc Raphaël Radicchi, hein. Ouais, Raffaello Radicchi. Ok. Et une autre question un petit peu plus what the fuck, mais est-ce que Elon Musk, selon toi, il va réussir à coloniser Mars? Alors, je sais pas si lui il sera encore en vie, hein, pour être honnête, mais son entreprise, donc SpaceX ou une autre éventuellement, elle y arrivera certainement, je pense. C'est un peu. Faut pas oublier. Aujourd'hui, les gens critiquent le fait qu'on aille dans l'espace et pas qu'on résolve les choses sur Terre, mais il faut pas oublier que la conquête spatiale, elle a permis aussi de mettre en avant beaucoup de technologies, de se rendre compte aussi du réchauffement climatique et toutes ces choses. Donc, pour moi, ça sera utile, ça sera nécessaire. C'est comme ça qu'on fait avancer la science aussi. Mais oui, je suis certainement, je suis sûr, avec certitude, que quelqu'un y arrivera. Et puis j'espère qu'il Property équipera les immeubles sur ces colonies ou les espaces de vie sur ces colonies. Ok. Donc après l'international, toi c'est direct Mars, quoi. Hein. Clair, dans l'espace. C'est même pas the sky is the limit, on va encore plus loin. To the moon with the rocket. Et puis est-ce que t'écoutes, alors là c'est vraiment pour mes auditeurs, est-ce que t'écoutes d'autres podcasts? Alors oui, j'écoute plusieurs podcasts, principalement en déplacement. Donc j'écoute le podcast de Genilem, que je vous recommande à tous les futurs entrepreneurs de la région. Cool. Swisspreneur aussi, qui est un podcast suisse sur l'entrepreneuriat. Et après tout un tas d'autres comme How I Build This ou Guerre de Business, ce genre de choses. Okay. Donc, Guerre de Business, c'est génial, hein. Pour les auditeurs, franchement, si vous voulez comprendre la guerre entre McDonald's et puis Burger King, Coca et Pepsi, voilà, c'est ça. Franchement, Nintendo, exact. Contre PlayStation, franchement, c'est une podcast, franchement, c'est une petite pépite, quoi. Ouais, j'avoue. Après, c'est un petit peu longuet, mais voilà. Finalement, il reste plus que 2 questions. Quel hack ou conseil t'aimerais donner à nos auditeurs finalement? Alors, le premier conseil, ça sera de poser vos smartphones et puis lisez avant de vous coucher. Et puis le deuxième conseil, ça serait faites du sport en vous levant. Donc gardez l'esprit frais, faites du sport. Exact. En fait, c'est des choses de base, mais des fois les gens se perdent, quoi, en gros. Hein. On est tellement connectés tout le temps, alors que je fais la promotion de la technologie, hein, je suis le premier à le faire. Mais je pense que le soir, genre 1 heure avant d'aller vous coucher, virez votre téléphone, prenez un bouquin, lisez un peu, déconnectez-vous. Le lendemain matin, vous vous levez avant de reprendre tout votre tralala, faites du sport. Ça a l'air con, mais c'est des basiques, quoi. Hein. Exact, c'est des basiques. Ça permet de se déconnecter, d'avoir de nouvelles idées, puis d'être plus performant au final. Okay. Mais je vais pas vous dire manger 5 fruits et légumes par jour, mais on y est presque, quoi. Ok. Et quelle est la question que tu aurais aimé que je te pose, Chris? Alors, c'est, je pense, de loin la question la plus difficile, mais est-ce que tu serais prêt à aider un jeune qui se lance ou une personne qui démarre dans l'entrepreneuriat? Ok. Pourquoi? Parce que j'essaie de mettre un petit peu de mon temps et de mon expérience à profit des nouvelles générations, notamment d'entrepreneurs. D'ailleurs, je l'ai vu sur LinkedIn. Hein, t'as posté une photo où t'étais membre du comité de Genilem. Alors oui, en fait, il y a ça ou pas du tout? Alors oui aussi, ça fait partie de ma démarche en fait pour aider les nouvelles générations d'entrepreneurs. En fait, à l'époque, j'ai gagné le prix Genilem en 2015, sauf erreur, je crois. Okay. Et je me suis retrouvé à présent de l'autre côté de la table. C'est-à-dire que je suis devenu parrain Genilem et je fais partie du comité de sélection des projets qui seront accompagnés. Donc
pour moi, c'est génial. Et puis j'espère aussi dans cette démarche, que ce soit en direct ou à travers des sociétés comme des organisations comme Genilem ou d'autres, aider les jeunes qui se lancent. Et puis surtout en fait ceux qui viennent de familles modestes comme moi et qui n'ont pas forcément un gros réseau à leur disposition. Et puis je dis toujours aujourd'hui, moi j'essaie de bien m'entourer aussi. Donc je trouve super important de pouvoir rendre l'appareil. Ok. C'était la dernière question, Chris. Donc, déjà, merci beaucoup pour avoir accepté de venir dans notre podcast Real Insider. Bienvenue dans cette communauté Real Insider qui va s'accroître avec le temps. Et puis pour la suite, vous pouvez le suivre sur LinkedIn, sur son site, eproperty.ch, et puis à travers, on verra. Une dernière question finalement, qu'est-ce que tu souhaites que je te souhaite? Je pensais que la question d'avant c'était la pire. Je pense la santé, la réussite, que l'équipe continue de grandir et puis la réussite d'eProperty, puis de réussir à faire changer les mentalités dans l'immobilier. Top. Ok. Merci beaucoup. Et puis ciao ciao.